C'est parti pour notre séquence café et chocolat. Jingle. On est content d'accueillir deux personnes particulièrement sur ce site de Grange-Vernay parce que on se connaissait un tout petit peu avant, mais c'est quand même au travers de la foire agricole de 2016 qu'on a démarré quand même une collaboration qui les a motivés aussi, j'espère, en tout cas grâce à cette foire agricole, à passer au bio, en partie, hein, mais ça a été aussi certains déclencheurs, comme on l'avait fait avec la bière de Valorbe, la Valorbe bière, à qui on avait donné l'exclusivité de la bière pour la foire 2016, pour autant qu'il passe en bio, et il est devenu le premier brasseur labellisé Bio Bourgeon en Suisse romande, donc la Valorbe bière. Alors, ça nous a amené au chocolat avec Michael Randin, qui va nous expliquer ce qui s'est passé aussi, tout son cheminement, et Sonia Roman, Café Roger, qui va nous expliquer aussi tout ce qui s'est passé pour qu'ils en soient là maintenant avec nous sur ce plateau. Alors, je te passe la parole. Sonia. Alors bonjour, donc je m'appelle Sonia, donc on a une torréfaction de café artisanale. Donc on torréfie du café depuis la maison mère depuis 1956. C'est les grands-parents de mon mari qui ont commencé la torréfaction. C'était un peu différent. Il avait aussi un vieux camion, il faisait plusieurs commerces, il allait faire un peu un café un peu itinérant. La maison mère est en France au départ, à Lons-le-Saunier. Donc c'est la 3e génération. Maintenant c'est le cousin de mon mari qui s'occupe de l'entreprise en France. Et nous on a changé un petit peu le concept. On a rénové un ancien camion de l'armée suisse de 1941 en torréfaction itinérante. Donc on torréfie directement devant les gens et on propose des cafés à l'emporter. Vous avez certainement vu aux dernières foires BioAgri, parce qu'on était là aux 2 dernières, pour vous proposer nos cafés. Et sinon on a plusieurs revendeurs, des restaurateurs et une plateforme de vente en ligne, mais on n'a pas de boutique à proprement parler. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a changé un petit peu le concept, mais on torréfie depuis longtemps. Alors, c'est marrant parce que ce concept, c'est un peu le même que Michael Randin. Il n'a aussi pas de magasin. Tu vas aussi nous expliquer ça. Oui, alors... Qui es-tu déjà? Présente-toi. Oui, volontiers. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Michael Randin. Je suis chocolatier dans ma chocolaterie MR Chocolat en bio. J'ai commencé par un apprentissage de pâtissier-confiseur chez Philippe Guignard à Orbe. J'ai fait de 2000 à 2003. Et ensuite, j'ai continué à travailler 7 ans à la confiserie Boya à Saint-Pré. Là, j'ai jamais eu la chance vraiment de travailler le chocolat. Et après 7 ans chez Boya, j'ai décidé en fait de lancer à la maison une petite production de chocolat qui a vite eu du succès auprès de ma famille et autour de mon entourage. Et c'est là que j'ai pris la décision de me lancer comme chocolatier. Donc cette aventure, pour commencer, on va dire, a duré 3 ans. J'ai commencé en 2009 à faire du chocolat. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu à l'usine pour lancer mon projet. Et en 2011, je me suis lancé comme indépendant. Là, j'étais dans l'abri atomique chez mes parents. Ensuite, il s'est passé beaucoup d'années, on va dire, où j'ai eu mon premier fils. Et au moment où j'ai eu mon premier fils, avec les heures de sommeil en moins, avec la vie qui change quand même clairement, le rythme. J'ai eu mon cerveau qui s'est un peu chamboulé, et j'ai eu des grosses prises de conscience alimentaires, et on a complètement changé de notre alimentation. On allait au marché, on prenait vraiment de l'agriculture biologique. Et en début 2017, là je me suis dit, ça joue plus avec ce que je fais. Je dois aussi dans mon travail être en accord avec ma vie de tous les jours, et c'est là que j'ai décidé de me lancer en bio. Et puis au moment de me lancer en bio, j'ai fait appel à toi, Franck, pour avoir des conseils. Et puis il m'a donné l'inspecteur qui appelait, donc BioInspecta. Et à ce moment-là, eux, ils m'ont dit: ah, mais lancez-vous en bio européen, vous n'aurez pas trop de choses à changer. Ça va être plus simple. Et puis je me suis dit, ouais, mais
ça fait des années que je connais Franck, que j'achète des produits au marché, qu'en fait, je travaille déjà avec, par exemple, les fleurs de Erwin Grunenfeld à Voyon. Et je me suis dit, mais non, mais moi, je veux rentrer dans cette famille d'agriculteurs avec qui je travaille et je consomme depuis ces dernières années. Et c'est là que j'ai décidé, en fait, de prendre la licence Bourgeon avec toutes ces surprises qui ont suivi, on va dire. Voilà. Donc, voilà, il y a eu, maintenant, il y a un gros travail qui s'est fait. Et puis, peut-être, Franck, tu as envie d'amener ça. Je vais te poser la question. Ça a été assez compliqué, on peut dire. Oui. Parce que voilà, c'était pour ça qu'il t'avait proposé de faire européen et pas bio-suisse. Parce qu'il se disait bien, mais le pauvre, il part dans une sacrée histoire. Et tu as eu le courage de dire, mais non, je veux être et je serai le premier chocolatier bio-bourgeon de Suisse. Oui. Et donc, tu as un peu ceux qui vont venir derrière maintenant, ils vont bénéficier de toute l'expérience que tu as eue parce que tu es quelqu'un de généreux et puis tu sauras aussi le transmettre. Tout à fait. Mais tu as vraiment ouvert un chemin qui était terriblement compliqué. Explique-nous surtout sur où c'était le plus compliqué. Alors, moi, dans ma tête, quand je me suis lancé dans le bio, je n'avais pas compris vraiment la différence entre le bourgeon et le bio européen. Et c'est en mettant à fondre dans ma machine les premiers blocs de chocolat que j'ai tout de suite compris où était le problème. En fait, déjà, la lécithine est interdite. Du coup, le chocolat, il est épais. Et puis, ça bloquait dans ma machine, ça coulait même plus. Donc là, j'ai eu des super contacts. Enfin, la maison... Shocktech qui m'a beaucoup appuyé et on a changé 3 fois de machine pour que ça coule comme il faut. Donc là, ça m'a pris bien 6 mois. On a vite fait les changements, mais ça m'a pris 6 mois pour faire vraiment des super réglages parce qu'il suffisait qu'une fenêtre soit ouverte ou quoi que ce soit, puis ça cristallisait dans la machine et c'était plus possible à travailler. Ensuite, la deuxième chose, ça a été ma surprise, c'est la crème. La crème, il y a une particularité chez BioSuisse, c'est qu'on ne peut pas l'upériser, elle est pasteurisée. Donc là, on se retrouve avec des délais de consommation à 5 jours, des précommandes de 2 semaines. Donc, je m'amuse bien au labo. Donc, le label BioSuisse interdit l'utilisation de lait upérisé. Alors, de crème. De crème upérisée. Le lait, on le trouve en upérisé. Donc, et puis, en fait, c'est toutes des choses comme tous les produits laitiers, en fait, n'ont pas d'additifs. Et si vous regardez en fait sur tous vos paquets de lait standard, crème standard, beurre standard, il y a des épaississants et des liants qu'on ne trouve pas. Donc ça nous donne des crèmes qui ne sont pas stables, plus épaisses, plus liquides, un beurre qui va fondre à une vitesse folle. Et j'ai dû réadapter la totalité de mes recettes, aussi grâce à la maison Felschlin chez qui j'achète le chocolat bourgeon. Parce qu'il faut aussi savoir, c'est que heureusement qu'il est bon parce qu'ils sont que 2 en Suisse à faire du chocolat bourgeon. D'accord. Donc, puis moi, j'ai pas la machinerie en fait pour partir de la fève. C'est encore un autre métier. Moi, je suis vraiment pâtissier confiseur et je transforme le chocolat pour faire des créations uniques. Je fais vraiment de la pâtisserie, de la chocolaterie-pâtisserie. Je suis pas torréfacteur et transformateur de chocolat. Voilà. Ouais, donc, juste pour comprendre, avant que tu reçoives ce que tu reçois pour travailler, qu'est-ce qui se passe en fait et puis comment... c'est bio, c'est labellisé dans le monde, bien sûr, puisque le chocolat, la fève ne pousse pas chez nous. Oui. Donc, juste un petit éclaircissement depuis le processus, la plante, jusqu'au produit que tu as devant toi. Alors, disons que d'abord pour le label BioSuisse, ce que j'adore et qui me plaît le par-dessus tout dans le bourgeon, c'est que en fait, je suis obligé de travailler avec des entreprises suisses si je ne veux pas faire d'importation. Et en fait, c'est l'entreprise suisse comme Felschlin qui, eux, sont preneurs de licence bourgeon et qui gèrent en fait que le respect du cahier des charges soit fait aussi à l'étranger. Donc, on se retrouve sur un côté autant éthique que social où les gens sont correctement payés. La machine le chocolat est transformé de manière douce. Il n'y a pas d'envoi par avion, c'est interdit par BioSuisse. Et quand on travaille cette matière, on sent que elle est traitée avec soin et moi j'essaye d'apporter, c'est ma volonté mais c'est aussi une obligation du cahier des charges de continuer en douceur la suite de mon travail. Et donc tu vas recevoir des marchandises différentes, il y a du chocolat blanc, il y a du chocolat brun, il y a du chocolat noir, on dit que le chocolat noir est plus sain. C'est quoi ces différences? C'est quoi le blanc, le brun, le noir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais pour changer ça par rapport à la matière première? Alors moi, justement, j'achète les différents pourcentages. On part du 100%.
Puis après, on descend. Moi, le plus bas que j'utilise, c'est du 54. Mais il n'y en a que 2 qui sont certifiés en bourgeon. C'est le 74 et le 54. Donc après, on va démarrer avec un chocolat noir 100%. Puis on va rajouter du sucre, ce qui va à chaque fois descendre le pourcentage. Et de nouveau, l'avantage avec le bourgeon, c'est pas obligatoire, mais ces entreprises privilégient du sucre de canne bio, ce qui est aussi beaucoup moins violent au niveau indice glycémique. Donc c'est plus intéressant. Et ensuite, après, quand vous allez partir sur du chocolat au lait ou du chocolat blanc, là, on va gentiment retirer la fève pour ajouter du sucre, de la poudre de lait. Et puis dans le chocolat blanc, on n'aura plus que le beurre de cacao, la poudre de lait et le sucre. Et puis plus vous descendez, plus le taux de sucre est haut en fait dans le chocolat. D'où le 100%. C'est le top. Voilà. Au niveau, il n'y a pas d'ajout, il n'y a oui. rien, et puis on a quelque chose de vraiment pur. Oui, puis ce sera vraiment que de la fève. Ça a le même goût que si vous croquez dans une fève de cacao torréfié en fait. Ouais. Voilà. Et on va revenir au café, parce qu'en fait, on parle de torréfaction dans le chocolat. Torréfaction pour le café, c'est 2 mondes encore assez proches, en fait, au niveau de la préparation. Peut-être que Sonia, tu peux nous parler un petit peu de la torréfaction, puisque vous êtes en fait des torréfacteurs certainement les plus hauts de Suisse, à 1200 mètres. Tout à fait. Au Plane, à Vaulion, donc juste à côté, dans le Jura. Là. Raconte-nous un peu l'histoire de la torréfaction. Alors la torréfaction, c'est le fait vraiment de cuire la fève, le grain de café que l'on reçoit vert directement. Donc c'est comme des cerises qu'on trouve chez nous. C'est des cerises où dedans vous avez 2 grains. Au milieu vous avez la tige qui pousse. Et en fait on récupère ces deux grains. Il y a par différents procédés. Il y a des grains qui sont lavés, c'est-à-dire qui sont dépulpés à l'eau. Ça donnera des goûts beaucoup plus francs, beaucoup plus caractéristiques. Ou des cafés nature qui sont séchés directement à même le sol, sur des nattes, souvent en Afrique, ce qui donne des cafés avec une complexité aromatique beaucoup plus importante parce qu'il y a beaucoup plus de sucre qui rentre dans le grain. Le sucre comment ? Le sucre de la cerise. D'accord. Le sucre, en fait, le grain s'imbibe du sucre de la cerise du moment qu'il sèche. Vous avez aussi des cafés qui sont moussonnés, c'est-à-dire qui sont séchés à l'air de la mousson. Ça va donner des cafés qui ont beaucoup de gaz carbonique, qui vont faire une belle créma quand vous le tirez en espresso. Et en fait, du moment que vous avez ces grains, vous les torréfiez. Donc après, ça dépend ce que vous voulez obtenir. Du moment où vous le mettez dans votre torréfacteur, ça dure à peu près, on va dire, entre 7 à 13 minutes. On va dire à peu de choses près. Et puis, ça dépend ce que vous voulez obtenir. Si vous voulez un café avec un peu plus d'acidité, vous allez le torréfier moins. Avec plus de corps, vous le torréfiez un petit peu plus. Et quand vous avez ce qu'on appelle la réaction de Maillard, c'est-à-dire le crack, c'est des grains qui s'ouvrent. Le grain, une fois qu'il est torréfié, il perd 20% de sa masse et il prend 30% de volume, à peu de choses près. Ça dépend un peu ce qu'on veut obtenir. Et en fait, vous jonglez comme ça en fonction des caractéristiques que vous voulez sortir de votre café. Si vous voulez le préparer en méthode douce, c'est-à-dire en filtre, ou si vous voulez le préparer en espresso, vous n'allez pas avoir tout à fait la même torréfaction. Donc plus vous le torréfiez, vous allez avoir un café beaucoup plus corsé. C'est pour ça qu'il y a certains cafés qui sont très brillants, très, très foncés. C'est qu'il était un peu trop torréfié à mon goût, c'est-à-dire qu'il va ressortir un peu toute sa matière grasse, ce qui fait qu'il va s'oxyder très vite, malheureusement, et il va être beaucoup plus amer. C'est souvent des cafés qu'on trouve qui sont très forts et qui restent qui sont un peu âpres en bouche. Donc c'est aussi pour toi, je te passerai la parole là-dessus après. Il y a des cacaos cultivés, comme il y a des cafés cultivés, et puis il y a aussi des productions sauvages. Il y a des productions aussi sauvages. Donc, qu'est-ce que, je ne sais pas sur la fève, mais en tout cas sur le café, je sais qu'il y a des cafés sauvages. Tout à fait. On voit les grandes cultures de caféiers. Moi, j'ai vu ça en voyage, en quand Brésil, j'étais en Amérique du Sud. Il n'y a pas de forêt du tout. C'est des monocultures assez terrifiantes d'ailleurs. Tu te demandes ce qui peut vivre d'autre là au milieu à part du café. Et puis, vous m'aviez parlé, vous m'avez fait déguster des choses qui étaient assez étonnantes. Des cafés sauvages qui se trouvent dans la forêt ou sous de bordures de forêt. Raconte-moi un peu ce que c'est ces cafés sauvages. Alors les cafés sauvages, c'est des cafés qu'on trouve à l'état naturel, directement dans la forêt. Il faut savoir que le caféier, la plante où pousse le café, c'est un arbuste qui pousse souvent à l'ombre des cacaoyers.
Donc il a besoin d'ombre, la lumière directe, il aime pas spécialement. Donc il a besoin d'avoir une certaine humidité et un certain ombrage pour pouvoir pousser correctement. Et les cafés sauvages, c'est des cafés, notamment en Éthiopie, il y en a énormément. C'est qu'en Éthiopie, tous les cafés quasiment sont bio. C'est un pays qui a très peu de moyens, qui n'a pas les moyens d'avoir des pesticides déjà, tout simplement. Ouais. Et ils sont souvent récoltés directement dans la forêt. C'est pour ça qu'il y a des plantations. Alors c'est souvent du coup des cafés d'une région, d'une forêt ou d'une chose comme ça. C'est pas forcément de café de plantation. Contrairement au Brésil où justement ils font voilà, c'est à perte de vue et c'est souvent récolté à la machine, ce qui est un peu problématique parce que sur une grappe de cerises, vous pouvez avoir normalement entre 6 à 8 récoltes sur la même grappe. Ça ne pousse pas tout en même temps. Alors quand c'est récolté à la machine, forcément, vous avez des tout petits grains tout atrophiés qui ne sont pas mûrs et des grains qui sont mûrs. Et c'est le gros souci. Donc il faut vraiment sélectionner des cafés récoltés à la main. Sinon, vous allez avoir quelque chose de beaucoup moins régulier forcément à la torréfaction. D'accord. Un petit mot sur le sauvage. Oui, puisque alors le café pousse à l'ombre du cacaoyer qui pousse à l'ombre du bananier. Ah. D'accord, en plus. Donc il n'y a pas le suivant. Ton cacao il pousse sur le bananier. Ok, raconte-nous un peu alors. Oui, alors moi j'ai beaucoup discuté avec mon fournisseur parce que j'ai pas eu l'occasion de vérifier sur place. En fait, la totalité du chocolat Bourgeon en fait, vient de République dominicaine. Et puis de nouveau, là, ce n'est pas des immenses cultures, c'est toujours des petites cultures. Et pareil, ce fournisseur a des productions au Costa Rica, en Bolivie. Et de nouveau, ces chocolats ne sont pas certifiés, mais ne sont pas traités. En fait, c'est simplement que c'est des petits cultivateurs en fait, qui n'ont pas les moyens pour la certification, ils n'achètent pas de produits non plus. Et puis les récoltes sont plus faibles aussi. Donc... voilà, je pense que c'est quand même assez similaire au café dans son discours, mais j'ai pas pu vérifier plus loin. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu le problème. C'est un peu comme les pêcheurs dans nos lacs, qui peuvent pas se labelliser. Oui. En fait, pour labelliser, il faut pouvoir contrôler. Et comme on peut pas contrôler un produit sauvage, c'est un produit sauvage. Oui. Donc il sera jamais bio. Si vous avez un poisson bio, c'est qu'il est en fait élevé en pisciculture. Et puis, il est nourri avec des aliments bio. Donc, c'est vrai que le sauvage reste quand même... si on veut manger bio, on peut aussi manger sauvage. C'est simplement qu'on ne peut pas le labelliser parce qu'il ne peut pas être contrôlé. Donc, j'attends que les gens sachent qu'un produit sauvage, il doit être bio. À part si on récolte ça juste à côté de cultures hyper traitées, c'est comme pour l'apiculture où il y a des zones définies, il ne faut pas avoir plus de cultures conventionnelles dans un rayon de tant de kilomètres pour pouvoir obtenir le label bio. Voilà, c'est assez particulier. Nous, on fait des récoltes de plantes sauvages. On doit noter les zones où on récolte et ils contrôlent s'il n'y a pas de pollution tout près. Donc, c'est toujours un truc assez délicat, le sauvage et le bio. C'est deux qui vont ensemble, mais on est un petit peu embêté pour arriver à labelliser du sauvage. Donc, faites confiance quand même au sauvage. Je tenais à le dire quand même durant ce week-end. Parce que les pêcheurs, ils sont là, ouais, mais bon, on dit qu'on n'est pas bio, mais attends. Alors, c'est surtout pour eux que je fais un petit clin d'œil, surtout qu'il y a de moins en moins de poissons ces années, c'est pire chaque année, puis on a une petite pensée pour eux, les pêcheurs. Alors, je me dis qu'on pourrait peut-être regarder ce qu'il y a sur la table, puis que tu nous parles un petit peu de cette production. Oui, alors volontiers. Alors, j'ai fait en... Attends. Oui. Il y a les cafés qui arrivent. Alors, les cafés pourront pas attendre. Les chocolats, oui. Cyril, merci d'amener les cafés. Alors, c'est toi, Sonia, qui va nous parler des cafés pendant qu'ils sont là et chauds. Alors ici, vous avez 5 cafés différents. Ce sont des cafés que vous pouvez voir les capsules devant. Ce sont des cafés que l'on prépare également en capsules. Ce sont des capsules qui sont compostables. Elles sont en maïs. Ça ne nous paraissait pas logique de faire des cafés bio en capsules en aluminium.
Donc maintenant que l'on trouve des cafés, des capsules qui sont compostables, on peut les proposer également en capsules. Donc on les met en capsule nous-mêmes. Mais vous les avez bien sûr aussi en grains. Bien sûr, en grains, moulus, toutes les formes que vous voulez, même en vrac, pour les épiceries. C'était d'ailleurs pour ça qu'on est passé au bio. On avait commencé par le vrac qui nous semblait logique. C'est un minimum d'emballage. Ça nous semblait logique dans la continuité d'aller passer au bio. Donc voilà, la petite histoire. Donc là, vous avez 5 cafés. Vous avez un café du Mexique, qui est un café avec des notes un peu chocolatées, avec des notes assez, avec quand même du corps, même si c'est un pur origine. On travaille principalement avec des pures origines. On fait très très peu d'assemblage, parce que les cafés sont bons naturellement. Il n'y a pas forcément besoin de les mélanger. Il y a des pures origines qui sont exceptionnelles. Après, vous avez un café de Colombie, un café qui est Rainforest également. C'est un café qui est très fruité, avec des notes un petit peu de fruits rouges. Après, vous avez un café de Honduras, qui est aussi assez fruité, un petit peu plus végétal quand même. Après, vous avez un café du Costa Rica. La région Tarrazú, c'est en Costa Rica, vous avez, je crois que c'est le café un peu le plus bio que vous avez. À moins qu'attendez voir, excusez-moi. Avec la lumière, j'ai cru que c'était une bleue, pardon, c'est une violette. Alors c'est un café du Sumatra, une Indonésie de Sumatra, qui est beaucoup plus, qui a des notes très chocolatées, celui-ci. Et après, vous avez un café d'Éthiopie, un Kaldi. Et ça, pour la petite histoire, donc Kaldi, c'était le berger historiquement qui avait ces chèvres qui ont mangé les premiers grains de café. Les premières cerises de café, elles étaient super énervées, elles se sont dit mais qu'est-ce qu'elles ont mangé? Et c'est comme ça qu'on a découvert le café. Alors c'est pour ça qu'il s'appelle Kaldi, parce qu'il est récolté dans la région où le fameux berger a découvert le café. Voilà. Après, fallait-il encore savoir qu'on pouvait le torréfier. Oui, etc. Alors après, voilà, ils l'ont mis sur leur poêle. C'était pas le même, c'était pas tout à fait le même principe. C'était à la poêle, voilà. Exactement. Le café éthiopien, voilà. Mais les cafés comme le café d'Éthiopie sont très parfumés. C'est des terres très volcaniques, donc ça donne des cafés assez vifs avec des notes très fruitées, un peu pamplemousse. Celui-là, il a des arômes très sympathiques. Eh bien, dans ce cas-là, je ne sais pas, avec des arômes très sympathiques, comme tu dis, un peu pamplemousse, tu proposerais quoi comme chocolat? Alors, tout de suite, le chocolat à l'huile essentielle de citron et avec ses petites pétales de thym citronné dessus. Ah, je l'ai goûté. Une touche de citron qui va s'allier, on est dans les agrumes, voilà. Oui, je partirai là-dessus. Superbe. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu as d'autre là-dessus? Alors, en fait, je ne sais pas si je peux raconter un peu l'histoire de tout. Vas-y. En fait, sur cette table, je pense qu'il y a les 10 ans de ma société qui sont représentés. D'accord. Donc là, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai encore jamais racontée. Elle m'est venue en réfléchissant. En fait, là, vous avez le coffret fruits, que j'appelle depuis 10 ans fruits. En fait, ce coffret, je l'ai développé sans matériel dans ma cuisine. J'habitais un petit appartement à Champagne en 2009. Et justement, j'avais pas de moyens, donc je trempais à la main. J'avais une fourchette pour faire les décors. Et j'ai décidé que ce coffret resterait toujours comme ça. En fait, vous avez un chocolat passion, citron, poire vanille et framboise. Et l'histoire en fait de ces chocolats, je la trouve exceptionnelle parce que j'ai fait beaucoup d'années chez Philippe Guignard à Orbe. Et en finissant mon apprentissage, un compagnon qui fait 7 boîtes différentes en France, qui passait par cette maison, m'a dit ben voilà, prends cette feuille, mets-la dans ta poche, tu la ressortiras un jour, je suis sûr qu'elle te sera utile. Et c'était la recette de ces 4 chocolats. En fait, très compliqué, avec des ingrédients fous, c'est très compliqué à faire, j'ai mis du temps à l'apprivoiser, mais c'est un coffret qui me tient à cœur parce qu'il a, comme si ce compagnon avait déjà vu que j'allais me lancer. Donc pour moi, c'est vraiment un coffret qui va rester tel quel, car il est important. Ensuite, on a parlé des éclats. En fait, ces 4 sortes d'éclats, c'est un petit peu grâce à toi, Franck, qui sont sortis. Parce que je t'ai approché, c'était en 2009, et puis j'avais besoin de fleurs, d'épices, et c'est toi en fait qui m'a mis sur la voie du bleuet, de la monarde, et tout ça. Puis à un moment donné, tu m'as dit, t'as besoin de plus de quantité, va voir Erwin Grunenfeld. Et puis là, deuxième anecdote, en fait, j'avais rendez-vous avec lui. Je pense qu'il m'avait un peu oublié. Je suis allé sonner, puis on m'a dit, va voir un petit peu dans les champs, il doit y être. Mais il y a des oies. Puis les oies, ça court après. Donc j'ai couru un petit moment dans ces champs, je suis vite revenu en arrière, je suis parti, puis je l'ai rappelé, puis on a repris rendez-vous. Je confirme, la torréfaction, elle est à 50 mètres
de la maison Grunenfelder et les oies sont... parce qu'en fait, tu prends les fleurs d'Erwin Grunenfelder, qui avec sa fille fait une production magnifique, d'excellente qualité, aussi à Vaulian, juste à côté des Cafés Roger. Et c'est assez drôle parce que tu donnes un coup de main aussi pour faire à manger à midi, et quand il y a toute l'équipe qui vient bosser, c'est quelque chose d'assez fou. Donc il y a en plus une entraide dans ce petit coin des Planes, en dessus de Vaulian. On fait même des envois groupés pour les clients qu'on a en commun. Donc on envoie, on livre, on fait des envois groupés. Comme ça, c'est avec le chocolat et minimum de transport. Voilà, exactement. Extraordinaire. Et puis voilà, donc on retrouve aussi ça dans tes chocolats. Oui. Et puis là, on va passer aux tablettes de chocolat. En fait, ce qui s'est passé, c'est pendant l'apprentissage chez Philippe Guignard, j'ai appris vraiment à être clean, droit, fallait finir premier du canton. Après, l'idée, c'était de monter sa boîte, de devenir riche, d'être vraiment classe, business, luxe. Et puis au fil des années, en fait, j'ai décidé de ne pas avoir de magasin. Et puis de mener une vie un petit peu différente. J'avais plus tellement envie de bosser le week-end, plus de bosser la nuit. Donc j'ai commencé à créer mes horaires, mon rythme, à faire des événements. Et puis ça a mis du temps. Il y a les enfants qui sont arrivés, changement de philosophie, le bio et tout. Et puis depuis toujours, en fait, ma musique, c'est le metalcore. Et puis quand on est dans l'optique du clean, du luxe, du machin, on met ça un peu de côté au niveau... Au niveau de ça, puis j'ai eu des propositions il y a 2 ans pour monter ma société, créer des trucs internationaux. Et puis je me suis positionné, puis j'ai dit non, ma vie, elle est belle comme elle est là. J'aime profiter de mes enfants, j'aime avoir mes week-ends. Et depuis en fait 2018, j'assume en fait ce côté métal. J'écoute ça, je le mets en avant. Et puis j'ai vraiment une passion pour ça, autant que le chocolat. Et à ce moment-là, je me suis mis suite au Greenpeace Festival à écouter un groupe qui s'appelle Dream Shade, qui était chinois. Mais à tellement l'écouter qu'en fait que ça se voit, on va dire, dans le sens, les Spotify, ça fait des statuts. Puis un jour, j'ai reçu une notification Facebook me disant Dream Shade vous suit. Puis je dis, oh, mais c'est dingue. Puis du coup, je me suis dit, avec les réseaux, on peut chercher et tout. J'ai trouvé le chanteur. Je lui ai dit, j'ai envie que vous me faites plaisir au travail. J'ai envie de vous montrer ce que je fais. Puis ils ont été super motivés de l'histoire. Ils m'ont fait un peu de pub. Et puis 3 mois après, j'ai une idée. J'ai dit, je vous fais une surprise. Envoyez-moi vos logos, vos signatures. Et puis j'ai lancé la première plaque de chocolat en fait qu'on voit ici. Je sais pas si... qui est sous le nom de Swiss Metalcore Chocolate. En fait, c'est quelque chose que j'ai lancé dans... Je la montre ici, oui. Ok. Avec le micro, elle est là. Et puis, suite de ça, j'ai fait des petits colis pour les médias. Je me suis dit, allez, j'assume à fond, j'explique ce que j'ai fait. Et puis, j'ai Duja de l'émission Rhinophéros qui a eu vent en fait cette histoire, puis qui m'a appelé, et puis il m'a dit, on pourrait faire un petit rhinophéros ensemble. Et puis j'ai dit un départ, et puis j'ai dit voilà, j'ai un projet. Il m'a dit j'ai pas trop le temps. Ouais, mais c'est quoi ton projet? Et puis je lui ai dit voilà, j'aimerais monter un concert en fait avec tous les groupes qui auront leur plaque de chocolat, et puis faire quelque chose de spécial dans cet événement-là que je divulguerai plus tard. Et puis il m'a dit ok, je t'invite la personne qui va t'organiser ton concert, j'en suis sûr. Puis arrivé sur le plateau, en fait, il y avait Axel qui est à l'entreprise Catharsis Productions, qui fait des concerts dans le Nord-Vaudois de métal, qui m'a dit je vais organiser ton concert. Et puis suite à ces rencontres, j'ai fait des tablettes pour Chaoseum, un groupe du Nord-Vaudois, puis Almost Human, un groupe qui notamment fait la musique pour Black Lion Genocide, le groupe de Vincent Cuchol. Voilà. Voilà pour le projet. Et puis j'aimerais finir en fait sur ce que j'ai créé cette semaine, parce que avant j'utilisais aussi beaucoup de colorants alimentaires et c'est quelque chose qui me dérangeait. Et cette année j'ai vraiment décidé d'arrêter tout ça. Et là vous avez les 2 chocolats que j'ai créés cette semaine. Donc j'avais fait des essais sur les réseaux que j'ai publiés. Donc ce chocolat devait être violet. Comme vous le voyez, il n'est pas violet parce qu'en fait cette semaine lundi j'ai dit voilà, je gicle de la betterave, ça va marcher. Et puis à petite échelle, j'ai eu du bol, ça a marché. Mais à grande échelle, en fait, l'humidité a collé le chocolat contre le moule. Et puis j'ai pu gratter mes 2400 moules lundi. Donc le lendemain, j'ai dit, je vais mettre des fleurs de monarde. Du coup, lundi prochain, je dois tout recertifier pour annoncer les changements. C'est aussi ça le jeu du bio.
Et le deuxième est un petit peu plus réussi au niveau de la couleur. Ça devrait être jaune, mais c'est très pastel. C'est ceux au chasselas. Et puis, ceux-ci vont... Enfin, ça va être les nouveaux résinés et chasselas de la gamme sans les colorants alimentaires. On est pure tradition vaudoise, là. Oui. Résiné et chasselas, c'est beau, ça. Il y a une chose, tu disais, j'ai arrêté les colorants alimentaires. Tu m'en avais parlé il y a quelques années déjà, c'était ton gros souci quand tu as passé au bio. Et puis tu as pris aussi conscience que tu utilisais des produits qui étaient en fait pas très bons pour la santé. Oui. C'était ces petites paillettes aussi que tu mettais. Et puis tu as dû trouver des alternatives à ces paillettes parce qu'elles n'étaient pas acceptées effectivement au bio. Oui. Deux mots là-dessus. C'est quoi ces paillettes? Pourquoi le bio les accepte pas? Alors c'est simplement des œufs. Et puis avec les études, on se rend compte que pour les enfants, c'est des excitants. Il y en a, c'est cancérigène. En fait, tout ce qui est colorant alimentaire, finalement, c'est pas bon. Mais c'est très à la mode dans le visuel. Ça, c'est beaucoup sorti. On peut faire des designs magnifiques, des brillants, des couleurs. Mais là, j'ai décidé qu'en fait, je pouvais pas avoir une gamme en bio et puis une gamme en pas bio. En fait, moi, le but, c'est pas d'être vendu à la grande société. J'ai pas une gamme bio pour faire bien. Le bio, chez moi, c'est par conviction. Ça n'a jamais été un but financier. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup évolué depuis ces 3 ans que je suis certifié. Ce sera la 4e certification cette année. L'objectif est toujours le même. C'est profiter de la vie et puis de faire des bons produits plutôt que des beaux produits. Rester dans la passion. Exactement. Moi, je propose que Sonia, tu dégustes... tu dégustes et que tu me dises ce que tu penses du chasselas peut-être déjà. Un petit coup de chasselas pour l'apéro. Oh, c'est l'heure, non? Allez. On va goûter celui-là. C'est celui-là, au chasselas. Et tu nous diras avec quel café tu penses après qu'il faudra le manger. Et on salive tous, je te dis donc. Hein. Ah, mais je suis content d'avoir la primeur quand même. Avec des petites notes comme ça, assez fruitées. Moi, je pense que ça, avec un Honduras qui est un petit peu plus végétal, ça trancherait, ça relèverait à mon avis un petit peu les notes fruitées qu'on a dans donc, le chocolat. Un chasselas au Honduras. Pourquoi pas? Magnifique. Du jamais vu. Ok, et puis donc c'est magnifique, hein, ton parcours il est assez étonnant, puis tu es tout le temps en évolution, tu continues, tu recherches toujours. Je trouve jolie la passion de la musique, et tu disais, le métal, t'as contacté ce groupe tessinois parce qu'ils t'ont inspiré dans des fabrications de chocolat, ça veut dire que tu écoutes du métal en faisant ton chocolat. Ah mais totalement, oui, au taquet. Oui, au taquet, oui. Il y a quelqu'un qui t'aide? Non, justement, c'est aussi ça en fait qui... Parce qu'il faut qu'il aime le métal, quoi. Oui, justement, j'aime bien travailler tout seul et puis avec de la musique très très fort et c'est une bonne vibration et puis moi je suis bien, c'est des super journées de travail. Ça te fout la pêche, exactement. Pas trop de voisins. Et puis non, c'est bien isolé à Moncheron. Et quand on torréfie, on écoute de la musique aussi? Oui, un peu, mais le torréfacteur fait passablement de bruit quand même. Voilà. Donc il faut aussi l'écouter très fort. Donc ça, c'est des fait un petit peu. C'est des machines qui font du bruit parce que ça tourne. Explique un peu comment fonctionne un torréfacteur. Alors vous avez une trémie, ce qu'on appelle une trémie en haut, un espèce de grand entonnoir. Ouais. Qui fait descendre le café dans un tambour. C'est le même principe pour les 250 kg que pour les 1,5 kg. Hein. C'est exactement le même principe, le même temps de torréfaction. Donc ça descend dans le tambour qui vous avez des pales à l'intérieur qui tournent, qui est chauffé souvent par en dessous. Alors vous avez aussi des torréfacteurs à air chaud parce que le café se cuit en fait, si on veut bien, par combustion et conduction, les deux. Une fois que la torréfaction est terminée, donc le torréfacteur est branché vous avez une sonde à l'intérieur du torréfacteur qui est branchée à un ordinateur, enfin en tout cas pour nous, pour avoir la courbe de torréfaction. Comme ça, on sait qu'à ce moment-là, on doit remonter un peu en température, baisser en température pour avoir ce que l'on veut. Et puis une fois qu'il est cuit, on ouvre la trappe, il tourne, il va dans un refroidisseur, donc c'est un espèce de grand
bol comme ça, un grand bac avec des pales également, et de l'air et une aspiration d'air pour le refroidir très rapidement, sinon il continue de cuire, hein, forcément. Ouais. Et puis, une fois qu'il est froid, il est prêt enfin, il n'est pas tout à fait prêt à être dégusté, parce qu'une fois qu'il est torréfié, il est au maximum de ses arômes à partir de 5 jours. Donc il y a une sorte de petite macération qui va apporter quelque chose. Alors, le café dégaze. En fait, il dégaze, c'est-à-dire qu'il rejette énormément de gaz carbonique. Ouais. C'est pour ça que les sachets de café ont des valves. Sinon, ils explosent. Si on les emballe juste après, ils explosent. D'accord, explication des petites valves. C'est ça. Intéressant. C'est ça. On fait également des paquets de cadeaux, c'est-à-dire c'est des petits sacs en toile de jute. À l'intérieur, on est obligé de mettre un sac plastique. Malheureusement, on n'a pas le choix. C'est l'hygiène, c'est obligatoire. Et voilà, donc même si on l'attend quand même, en tout cas 48 heures avant de les mettre dedans pour éviter que ça dégaze. Et malheureusement, des fois, ça dégaze, ça continue à dégazer et les sacs ne résistaient pas. C'est preuve de fraîcheur, en fait. C'est preuve de fraîcheur quand les paquets ont gonflé, parce que le café vraiment dégaze pendant un bon moment, mais il est au maximum de ses arômes après 5 jours. Et puis, est-ce qu'il y a des macérations possibles, des choses qu'on peut faire je ne sais pas, vous avez déjà fait macérer dans des tonneaux de vin, de whisky, des choses comme ça? Tout à fait. Alors, on a fait un café au whisky, on va en faire un au rhum. On chasse là, effectivement, on aimerait bien faire un. Alors, on fait un appel, hein, tous les personnes qui sont intéressées nous proposer leur fût. Leur fût, un fût typiquement, voilà. un tonneau comme ça. Alors, il faut savoir que malheureusement, on est obligé de le scier un petit bout. Voilà, donc on doit le scier pour mettre le café dedans. Et puis on le laisse, donc on met le café vert dedans et puis on le laisse à un certain... Donc tu le fais vert avant de torréfier, donc oui, c'est là, hein, oui, on le met vert, alors on doit l'imbiber matin et soir. Alors c'est très sympa, quand le matin à 7h on met du whisky, ça réveille un petit peu. Donc on doit imbiber le café matin et soir pendant un certain nombre de temps. Je ne vais pas vous dire toute ma recette. C'est normal, hein, chacun ses petits secrets. Et après, une fois qu'il a pris vraiment le goût du whisky ou du rhum ou autre, eh bien, on le torréfie. Et il se maintient jusque... Oui, alors ça garde très longtemps les arômes. On est d'accord, au bout d'un moment, ça s'évente quand même. Ouais. Mais ça garde quand même bien les arômes et c'est assez typé. Il y a des cafés au whisky, on se demande au départ un peu ce que c'est, mais c'est très sympa. Il y a eu des autres délires, ou il y a des autres délires prévus dans les... Alors, à la bière, je ne sais pas, au truc, au machin, la bière, c'est un petit peu... Alors, on a fait des bières au café. Ah, des bières au café. On a fait des bières au café, c'est pas tout à fait... Alors, c'est pas dans un fût, je suis pas très connaisseuse en bière. Alors, je sais pas, exemple, mais je suis pas sûre qu'on puisse les faire macérer dans un fût de bière. Ouais. Mais la bière au café est pas tout à fait possible. C'était bon? C'est encore en travail. Alors c'est bon, mais on est en train de... Il faut réussir à trouver le bon dosage, parce que après une bière complète, si c'est trop le goût de café, c'est pas forcément très agréable. Si c'est trop léger, c'est pas non plus pas non plus idéal. On a fait plusieurs essais, on a plus ou moins trouvé. Avec quel brasseur? Avec le brasseur de la côte, le PB. PB qui devait faire la bière de la foire agricole cette année, à qui on avait proposé justement l'exclusivité pour qu'il fasse l'effort de passer au bio. Et puis il a fait la demande de labellisation, donc on est super content. Avec cette foire, on motive aussi les gens à passer au bio. Et c'est ça qui est génial. Donc on est en train de faire une bière au café avec lui, et c'est lui qui proposera la bière. Voilà, nous, c'est pas l'alcool, c'est pas notre créneau, mais voilà, on avait envie de faire un petit délire comme ça. Monsieur Chocolat, oui. Michael Randin, parce qu'en fait, les gens disent il est gonflé, Monsieur Chocolat. Mais c'est les gens qui disent Monsieur Chocolat, parce qu'en fait, c'est Michael Randin Chocolat. Exactement. On est d'accord. Oui. Mais tu les as bien eus. Oui. Donc, tu avais un nom prédestiné. Quel délire prévu dans le futur, dans les chocolats? Tu as gardé les traditions, tu as gardé cette recette quand tu avais glissé dans une poche qui a été en fait une révélation. Donc, tu as une famille, des enfants, tu aimes ce côté famille, garder ces traditions aussi, et en même temps, partir dans des délires. C'est quoi la prochaine? Alors, le but maintenant, clairement, c'est de développer le projet Swiss Metal Core Chocolate, c'est de
déjà pouvoir refaire des concerts parce qu'il n'y a rien qui a pu être inauguré correctement. Ouais. Donc ça va se faire normalement le 26 septembre à la Grande Salle de Valorbe. Le 26 septembre à la Grande Salle de Valorbe. Oui, avec une soirée qui s'appelle Notre région a du talent. Et puis pour ceux qui aiment plutôt le rock, la tête d'affiche, c'est Sideburn. Et puis il y aura aussi mes groupes de metalcore comme Chaosium, Almost Human, qui sont plus dans mon idée. Alors, réservez vos places parce qu'on ne doit pas dépasser un certain nombre de toute façon. Oh, ce sera fini d'ici là. Oh, t'es optimiste. Non, voilà, mais sachez-le, notez-le. On espère que tout se passe bien et puis qu'on puisse réaliser de nombreux concerts chocolat. Oui. Les CC, les concerts chocolat. Et puis quelque chose de vraiment sympa, c'est que le groupe Chaosium, ils partent en tournée européenne en passant par la Russie. Et le cadeau qu'ils vont... Exactement, ils sont donc déjà prévus de distribuer sur l'Europe quand on achète un t-shirt comme ça dans un concert, on pourra acheter la tablette de chocolat. Et ça, c'est vraiment des choses qui me font vibrer. Et puis labellisé Bio-Bourgeon. Exactement, c'était vraiment donc, une volonté. Bio Suisse en Russie et partout. Exactement. Merci beaucoup. Et ils voyagent en bus, donc il n'y a pas d'avion. Magnifique. Oui. En plus. Alors, on arrive gentiment au bout, il doit rester 5 minutes, je pense. Qu'est-ce que tu veux dire encore d'important sur votre expérience Vas-y. Et sur le café. Quoi. Alors d'important, si je peux me permettre, regardez les origines que vous prenez, parce qu'il y a vraiment des choses exceptionnelles dans les pures origines. Il y a vraiment des choses très sympathiques. On a même des cafés avec des odeurs et des notes de tomates confites. On a des cafés, on a l'impression de croquer dans une noisette. Il y a des cafés exceptionnels. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des grands cafés. Alors, il y a bien sûr les grands crus comme le Kopilouak. Voilà, il y a des cafés qui valent, je ne sais plus combien le kilo. Ça peut aller jusqu'à 1000 francs le kilo. Voilà, il y a le Montaigne, le Sainte-Hélène. Il y a énormément de grands cafés qui sont... alors après, c'est un petit peu... on fait un peu le parallèle avec le café. C'est un peu comme les grands vins. Voilà, il faut avoir c'est très sympathique. Alors, on a des capsules de ces grands cafés que vous pouvez justement essayer de déguster. Mais après, vous avez des choses exceptionnelles dans des cafés... conventionnels, accessible, pas cher. Et puis il y a des cafés fruités qui sont très sympas pour l'après-midi, des cafés un peu plus corsés pour le matin. Il y a vraiment tout ce qu'on veut dans les cafés. Il y en a des centaines de sortes, il y a énormément de variétés, il y a une notion de terroir aussi. On peut vraiment s'éclater dans ces produits. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut tester, on peut essayer de le préparer de manière différente. Un même café préparé en méthode douce, si vous le préparez dans un siphon, dans une Chemex, dans un parce qu'il y a la cafetière italienne, il y a la capsule, il y a le la poussoir, French press, voilà. Vous avez, tant que si votre mouture est adaptée, que votre café est fraîchement moulu, vous pouvez vraiment avoir des choses exceptionnelles. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la créma. La créma, alors, vous enlevez, faites le test, vous prenez un café filtre préparé correctement avec une créma, vous enlevez juste la créma et vous faites goûter. Vous allez voir que les gens ne verront pas forcément la différence au goût du café. Mais par contre, il y aura beaucoup plus d'arômes dans un café en méthode douce. Et on peut vraiment s'éclater. Donc, méthode douce, rappelle-nous, c'est tout ce qui ne met pas 8 bars de pression pour extraire un café. Et l'eau, elle doit être également à une bonne température, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas dépasser les 94-95 degrés, sinon ça brûle les arômes. Et du moment qu'on extrait lentement les arômes avec une Chemex, c'est-à-dire une cafetière qui est un peu comme une carafe à décanter ou une type Bodum, une French press, voilà, choses comme ça, vous allez avoir des choses beaucoup plus aromatiques, différentes, beaucoup plus voilà, vous mettez un filtre papier, ça va bloquer les matières grasses, vous allez avoir du coup quelque chose de plus rond avec un filtre métallique, vous allez toute la matière grasse qui va passer, ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus de corps. Avec un même café préparé différemment, vous pouvez avoir des choses complètement différentes. C'est un produit très intéressant à découvrir. Il faut vous faire plaisir. Plein de choses à faire. Et puis on peut vous trouver
sur les marchés avec le café, en ligne. Exactement. Alors, vous avez l'agenda de manifestation dès que ça reprendra. Ouais. Et puis autrement, on peut venir chez vous, parce qu'on va devoir conclure. On peut venir chez vous pour faire des cours aussi. Oui, bien des sûr. petites manifestations avec pas trop de monde. C'est ça. Voilà. On respectera les 2 mètres. Voilà. Et puis on peut venir faire des cours. Bien sûr, vous pouvez venir. On vous fera volontiers déguster et découvrir. Sur www.caféroger.ch. Caféroger.ch. Michael, 2 minutes. Oui. Alors pour moi, j'aimerais plutôt cibler l'importance. Parce qu'on va mettre ta vidéo pour terminer. Volontiers. J'aimerais surtout, moi, c'est mettre en avant le label Bourgeon. Ouais. Mais le label Bourgeon, pas au niveau industriel, mais aux côtés de l'artisanat. Et j'aimerais vraiment pousser les gens à faire une différence entre ces 2 mondes et vraiment aller chez les gens qui sont chez BioSuisse, des artisans qui travaillent le Bourgeon, comme par exemple Adrien Marin et sa bière. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'exception possible. Tous nos produits sont labellisés avec le Bourgeon. Dès que ça vient de Suisse, automatiquement, c'est un agriculteur suisse qui a fait ce produit. L'objectif, c'est de mettre en avant notre agriculture et le Bourgeon, c'est la seule solution en bio en Suisse pour mettre en avant l'agriculture suisse. Voilà, c'est vraiment mon mot. C'est sérieux, c'est quelque chose de... Bah, t'en sais quelque chose. Hein. Oui, voilà. C'était du boulot pour obtenir ce label. Hein. Oui, on nous l'offre pas. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages. On va conclure avec une petite vidéo qui a été faite, je crois, il n'y a pas longtemps, par aujourd'hui, l'émission aujourd'hui. Voilà. Et puis, je vous remercie. Je rassure tout le monde sur le plateau, vous allez tous pouvoir déguster les chocolats. Alors, on lance la vidéo et à tout. Ici, c'est son laboratoire. Mais ouais, c'est là. Regarde, bio, chocolat bio. Bien on est au bon endroit. Oh, ça sent bon. Michael. Hey. Salut. Salut. Tu vas bien? Bien et toi? C'est pour un braquage. Jonas, sans santé. Volontiers, bienvenue dans mon laboratoire. Ouais, ça sent hyper bon. Tu fais tout ça ici? Je fais tout ça ici, oui. De quoi ça? Alors ça, c'est un caramel, coco passion et beurre salé. Oh, super bon ça. Merci. T'as demandé à en prendre? Non. On m'a dit qu'on commence avec le citron. Voilà. Donc même la noix de coco, là, elle est bio. T'as 1 demi-gramme de noix de coco, mais c'est bio. C'est bio, oui. On entend souvent que les vins bio, par exemple, ils font moins mal à la tête. C'est ce qui se raconte. C'est peut-être une légende, mais t'as l'impression que le chocolat bio, il a aussi des vertus? Alors je ne sais pas s'il a des vertus, mais pour moi, ce qui est important, c'est que je sais que dans la chaîne de mon chocolat, du début à la fin, tout le monde a été bien traité. C'est ça le plus important. Automatiquement, il n'y a pas d'additifs, de pesticides. Tout est interdit chez BioSuisse totalement. Donc déjà, à ce niveau-là, on est sur un produit plus qualitatif. Avant, quand on était dans le non-bio, avec les fournisseurs que je connaissais de l'époque, il y avait toujours un ajout de 10% de sucre dans tout. Et puis ça a disparu. Puis moi, je n'ai pas changé mes recettes et j'ai enlevé ce sucre. Donc, de ce fait, il y a aussi moins de sucre dans ces chocolats-là. On peut en manger 10% de plus. On peut en manger 10% de plus. C'est mathématique, c'est scientifique, monsieur. Très bon. En tant que consommateur, c'est souvent pas facile de faire son choix. Il y a une chose qui est bien avec le Bourgeon, c'est qu'il certifie, comme tu as dit, à l'étranger, mais non seulement le produit, mais aussi la façon dont il est transporté. Donc si on achète par exemple tes noix en Turquie qui sont faites selon les critères du Bourgeon suisse, elles vont en plus pas venir en avion parce que c'est interdit, elles viendront forcément par le rail ou par bateau par exemple. Oui. Mais tes prix à toi, en tant que chocolatier artisanal bio, c'est un peu plus cher que simplement chocolatier artisanal? Alors moi, j'ai simplement augmenté les frais que j'ai en plus. Donc moi, je dois reverser aussi à BioSuisse un pourcentage du chiffre d'affaires Bourgeon, vu que je suis un preneur de licence, j'ai une cotisation chez eux, et puis je dois certifier mes recettes et je suis audité une fois par année. Donc tout ceci a un coût, mais je l'ai mis sur la totalité, on va dire, de mes emballages. Donc une boîte comme ceci, quand elle n'était pas bio, je la vendais 11,50. Maintenant, je la vends 12 francs. Donc, 50 centimes de plus pour que ce soit bio. Voilà, exactement. Et en tant que consommateur, je mets peut-être 50 centimes de plus, mais j'achète surtout une garantie. C'est-à-dire que je te fais confiance parce que je suis sûr que tu travailles bien, mais en plus, il y a quelqu'un qui vient vérifier ce que tu fais, donc tu peux vraiment pas me tromper. On a la garantie que c'est contrôlé, vérifié. Je sais que ce que j'achète est bon pour ma santé. Pourquoi tu es devenu un chocolatier bio? Pourquoi tu cherches absolument ce label et cette manière de faire? Alors, il y a vraiment eu un déclic chez moi, c'est quand on a eu notre premier enfant. À ce moment-là, on a commencé à regarder ce qu'il y avait sur le marché, à dire ben voilà, on ne peut plus le nourrir comme on se nourrit nous, on n'est plus d'accord. Alors on s'est mis à aller au marché, à rencontrer des paysans bio. Et puis moi, ça tournait dans ma tête. Et puis je me suis dit, voilà, moi je mange bio. Pourquoi les chocolats que je produis
au labo ne le sont pas, pourquoi je ne pourrais pas aussi offrir ça à ma clientèle? Et c'est ça que j'ai fait. Et puis, dès le moment où j'ai été certifié, j'ai ressenti en fait cet accord avec moi-même en fait, qui faisait que je sois à la maison ou au travail, c'était la même philosophie. Et le plus drôle, c'est que j'ai eu la certification à la naissance de mon deuxième enfant. Donc le premier enfant m'a amené le déclic et j'étais certifié à la naissance du deuxième. Bon, maintenant j'ai une petite surprise pour vous. On va aller bosser. T'inquiète, faut s'équiper? On va s'équiper. On va mouler justement ce bus. Okay. J'ai fait 2 moules, donc je commence pour vous montrer, puis vous suivez. Vas-y. En chacun, attends. Première étape. On remplit, on vibre, puis on verse. Puis là, on laisse durcir la première couche. Puis on met à durcir là-bas. Pas de problème.